Il existe en vous une existence qui n'a jamais reçu le droit de commencer. Peut-être n'a-t-elle pas été détruite par un grand événement visible. Peut-être n'a-t-elle laissé aucune ruine publique, aucune date officielle, aucun deuil reconnu par les autres. Et pourtant, elle demeure. Une profession que vous n'avez pas suivie. Un pays que vous n'avez pas pu garder. Des années qui auraient dû être ouvertes, fécondes, disponibles, mais qui furent avalées par une urgence qui ne vous a jamais demandé votre accord. Une version de vous-même est restée quelque part, non parce qu'elle était faible, mais parce que le monde, à ce moment précis, ne lui a pas laissé assez d'espace pour exister. On apprend très tôt à ne pas nommer ce genre de perte. On dit que c'était raisonnable. Que la vie est ainsi. Que chacun renonce à quelque chose. On appelle maturité cette capacité à continuer, à s'adapter, à construire malgré tout avec ce qui reste. Et, pendant longtemps, cela fonctionne. Vous avancez. Vous devenez utile. Vous donnez une forme à la vie possible. Vous racontez l'histoire d'une personne qui a fait ce qu'elle devait faire. Mais certaines histoires sont trop propres pour contenir toute la vérité. Derrière elles, quelque chose insiste. Ce que l'on n'a pas vécu ne disparaît pas simplement parce que la vie a continué. Cette phrase paraît presque injuste. Elle contredit tout ce que l'on nous répète sur le temps, la résilience, la nécessité de tourner la page. Pourtant, il y a des pages qui ne se tournent pas. Elles restent ouvertes à l'intérieur, même lorsque personne ne les voit. Elles n'interrompent pas forcément le quotidien. Elles ne vous empêchent pas de travailler, de sourire, de répondre, d'aimer parfois. Mais elles pèsent. Elles modifient la densité de tout. Jung avait compris que l'existence humaine n'est pas seulement faite de ce que nous avons choisi, mais aussi de tout ce qui a été comprimé, différé, sacrifié, interdit ou rendu impossible. Il ne s'agit pas seulement de regret. Le regret appartient encore à la surface de la conscience. La vie non vécue descend plus bas. Elle devient une matière psychique active. Elle continue de circuler sous les décisions actuelles, sous les humeurs inexpliquées, sous cette fatigue étrange qui ne se repose jamais tout à fait. Elle ne parle pas toujours avec des mots. Elle parle par pression. Vous avez peut-être cru avoir accepté. C'est souvent ainsi que commence le malentendu. Vous ne pleurez plus. Vous n'en parlez presque jamais. Vous avez cessé d'imaginer sérieusement ce qui aurait pu être. Vous êtes devenu raisonnable. Mais l'inconscient ne se contente pas de nos déclarations de clôture. Il ne respecte pas les dossiers que nous rangeons trop vite. Ce qui n'a pas été véritablement reconnu revient sous d'autres formes. Une irritation disproportionnée. Une amertume devant la réussite d'un autre. Une tristesse soudaine devant une scène ordinaire. Une sensation de vivre à côté de sa propre vie, comme si votre corps était présent, mais qu'une partie essentielle de vous attendait ailleurs. C'est là que le danger commence. Vous prenez ces signes pour des défauts de caractère. Vous vous accusez d'être ingrat, immature, envieux, trop sensible. Vous vous dites que vous devriez avoir dépassé cela depuis longtemps. Mais ce qui revient n'est pas une faiblesse morale. C'est une partie de la psyché qui n'a jamais reçu de sépulture. La vie non vécue ne vous punit pas. Elle demande seulement à cesser d'être traitée comme une chose insignifiante. Il faut distinguer deux blessures que l'on confond trop souvent. Il y a la vie que l'on n'a pas vécue parce qu'on a choisi une autre route. Ce choix peut être douloureux, mais il contient encore une forme d'agence. On peut dire « j'ai décidé ». J'ai préféré ceci à cela. J'ai laissé une possibilité derrière moi. Mais il existe une autre perte, plus obscure, plus violente, celle de la vie qui n'a pas été choisie autrement, mais confisquée. Non par manque de courage. Non par incapacité. Par les circonstances. Par l'économie. Par une guerre. Par une maladie collective. Par une famille qui avait besoin de vous avant que vous puissiez vous appartenir. Par un pays devenu impossible. Par une époque qui a fermé la porte exactement au moment où vous arriviez devant elle. Cette différence est immense. Celui qui choisit peut souffrir de son choix. Celui à qui l'on retire la possibilité porte autre chose, l'injustice d'une vie empêchée avant même d'avoir pu être mise à l'épreuve. Et cette injustice est souvent la plus difficile à pleurer, parce que le monde n'aime pas reconnaître les pertes qui ne correspondent pas à ces catégories simples. On vous dira que d'autres ont souffert davantage. Que vous devez être reconnaissant. Que cela vous a rendu plus fort. Que tout arrive pour une raison. Ces phrases ont parfois le ton de la sagesse, mais elles fonctionnent comme des couvercles. Elles empêchent le deuil d'atteindre sa vraie taille.
car pour faire la paix avec une vie non vécue, il ne suffit pas d'être positif. Il faut d'abord admettre ce qui a été perdu sans le maquiller en leçon. Cela semble simple. C'est presque impossible pour beaucoup. Reconnaître la perte signifie reconnaître que quelque chose qui aurait dû avoir sa chance ne l'a pas eu. Que la version de vous-même qui voulait cette vie n'était pas ridicule. Qu'elle ne demandait pas trop. Qu'elle ne méritait pas d'être réduite au silence sous prétexte que la vie réelle avait exigé autre chose. Voilà pourquoi tant de personnes restent divisées. Elles vivent la vie actuelle, mais une part de leur énergie demeure attachée à un seuil ancien. Un embranchement. Une ville quittée. Un métier abandonné. Une jeunesse consommée par des crises que personne ne leur rendra. Elles ne sont pas bloquées parce qu'elles manquent de volonté. Elles sont partagées parce qu'une partie d'elles continue de garder la mémoire d'une existence qui n'a jamais été officiellement enterrée. La vie non vécue devient alors une présence silencieuse. Elle accompagne les jours, non comme une nostalgie romantique, mais comme une dette intérieure. Vous pouvez réussir ailleurs, et pourtant sentir une résistance étrange au moment d'habiter pleinement cette réussite. Vous pouvez aimer ce que vous avez construit, et néanmoins éprouver parfois une distance, comme si vous viviez dans une maison solide mais bâtie sur un terrain qui n'était pas celui que vous aviez rêvé. Vous pouvez être reconnaissant pour certaines choses, et en même temps, porter une colère parfaitement légitime envers ce qui vous a été pris. Ces vérités ne s'annulent pas. Elles coexistent. Et c'est précisément cette coexistence que la psyché exige que vous supportiez. La culture préfère les récits simples. Elle aime les gens qui transforment leur perte en force, leur contrainte en vocation, leur effondrement en sagesse vendable. Mais certains événements ne deviennent pas beaux parce qu'on leur survit. Certaines pertes restent des pertes. Certaines injustices ne sont pas rachetées par le caractère qu'elles ont forgé. Il faut oser dire cela sans devenir prisonnier de l'amertume. Il faut pouvoir reconnaître que ce qui a été pris avait de la valeur, sans conclure que tout ce qui reste n'en a plus. C'est ce mouvement que la plupart évitent. Ils oscillent entre deux fausses paix. D'un côté, la résignation, faire comme si la vie non vécue n'avait jamais compté, appeler cela acceptation, devenir raisonnable jusqu'à ne plus sentir le manque. De l'autre, la révolte permanente, garder la blessure ouverte, répéter l'injustice, refuser que le présent existe tant que le passé n'a pas été réparé. Ces deux positions semblent opposées. En réalité, elles protègent de la même chose, le deuil réel. Le deuil réel ne nie pas la perte et ne s'y installe pas comme dans une demeure. Il la regarde. Il lui donne son nom. Il lui donne sa taille. Il cesse de la transformer immédiatement en morale, en destin, en explication, en consolation. Il dit simplement, « Cela a existé en moi. Cela n'a pas pu vivre. Cela comptait. Et je n'ai pas besoin de réduire son importance pour continuer. » Il y a une violence douce dans cette reconnaissance. Elle ne produit pas de solution immédiate. Elle ne rend pas le passé disponible. Elle ne ressuscite pas les années, les lieux, les occasions, les versions de soi. Mais elle libère quelque chose que la négation gardait prisonnier. Tant qu'une perte n'est pas reconnue, l'énergie reste attachée à sa défense. Elle travaille à maintenir la douleur sous contrôle, à empêcher la colère de déborder, à tenir le récit acceptable. Une fois la perte admise, non expliquée, admise, cette énergie peut commencer à revenir. Elle ne revient pas comme une seconde jeunesse. Elle ne revient pas sous la forme de la vie exacte que vous auriez dû avoir. Elle revient comme une capacité nouvelle d'être présent dans ce qui existe. Et cela, peut-être, est le point le plus difficile. La paix avec la vie que vous n'avez pas choisie ne consiste pas à convaincre votre esprit que cette vie était secrètement meilleure. Elle consiste à cesser d'habiter le présent comme une salle d'attente pour une existence qui ne viendra plus sous cette forme. Beaucoup vivent ainsi, sans le savoir, provisoirement. Ils travaillent provisoirement. Ils aiment provisoirement. Ils restent dans une ville provisoirement. Ils accomplissent leurs tâches, mais avec une partie d'eux-mêmes tournée vers une autre scène, une autre temporalité, une autre version de l'histoire. Ils ne sont jamais entièrement ici, parce qu'ici leur paraît être le résultat d'une défaite. Et plus ils retiennent leur énergie, plus la vie actuelle semble pauvre. Plus elle semble pauvre, plus ils justifient le retrait. Le cercle se ferme. Rompre ce cercle ne demande pas toujours une révolution extérieure. Parfois, la révolution la plus exigeante est d'investir enfin dans ce qui est réel. Non parce que c'est idéal. Non parce que cela remplace ce qui a été perdu. Mais parce que c'est là que votre vie peut encore recevoir votre présence.
Une relation existante. Une pratique discrète. Une pièce de travail. Un lieu imparfait. Une capacité développée malgré tout. Une manière de voir le monde née de l'épreuve, mais devenue vôtre. Ces choses ne sont pas des lots de consolation. Elles sont des points d'entrée. Il ne s'agit pas de trahir la vie non vécue. Il s'agit de ne plus lui donner tout le pouvoir sur la vie vivante. La version de vous qui n'a pas existé mérite d'être pleurée. Mais elle ne peut pas être autorisée à condamner indéfiniment celle qui a survécu. Car celle-ci aussi est réelle. Elle porte des cicatrices, des détours, des forces qu'elle n'aurait peut-être jamais choisies, mais qui existent maintenant comme une texture irréductible de votre être. Elle n'est pas le prix juste de la perte. Rien ne rend certaines pertes justes. Mais elle est là. Et peut-être attend-elle, elle aussi, que vous cessiez de la traiter comme une version inférieure. C'est ici que l'individuation devient plus qu'un concept. Devenir soi-même ne signifie pas retrouver intact celui que l'on aurait été dans des conditions parfaites. Cet être-là appartient peut-être à une chambre fermée du temps. Devenir soi-même signifie rencontrer avec honnêteté celui qui s'est formé dans les conditions réelles, avec ce qui a été choisi, ce qui a été imposé, ce qui a été perdu, ce qui a résisté. Le soi n'est pas seulement ce qui aurait fleuri dans la lumière. Il est aussi ce qui a appris à respirer dans l'ombre. Il faut faire attention ici. Cette phrase peut facilement être déformée en consolation facile. Dire que vous êtes devenu ce que vous êtes à travers la perte ne veut pas dire que la perte était nécessaire, bonne ou juste. Il n'y a pas à remercier ce qui a détruit des possibilités légitimes. Il n'y a pas à bénir ce qui a volé des années. Il n'y a pas à transformer l'injustice en pédagogie divine pour la rendre acceptable. La maturité ne consiste pas à rendre le mal élégant. Elle consiste à tenir deux vérités ensemble. Ce qui a été pris n'aurait pas dû l'être, et pourtant quelque chose en vous existe maintenant avec une profondeur née de cette traversée. Cette tension n'a pas besoin d'être résolue trop vite. En réalité, vouloir la résoudre trop vite est souvent une fuite. L'esprit cherche une phrase qui ferme le dossier. C'était mieux ainsi. Cela n'avait pas d'importance. Tout arrive pour une raison. Je suis au-dessus de cela maintenant. Mais la psyché ne veut pas toujours une phrase. Elle veut une présence. Elle veut que vous restiez assez longtemps devant la perte pour qu'elle cesse de se déguiser en symptômes. Alors seulement une autre question peut apparaître, plus sobre, plus vivable. Dans la vie que j'ai, qu'est-ce qui est encore authentiquement mien? Pas parfait. Pas idéal. Pas conforme aux rêves anciens. Mien. Où puis-je investir sans mentir? Où puis-je être présent sans me diminuer? Quelle part de moi demande encore à se manifester, non dans l'existence que j'ai perdue, mais dans celle qui est disponible maintenant? Cette question n'efface pas la douleur. Mais elle ouvre un passage. Elle retire au passé le monopole du sens. Elle permet à la vie actuelle de cesser d'être uniquement la preuve de ce qui manque. Peut-être qu'au début, ce qui est vôtre semble petit. Une heure de création. Une relation honnête. Une manière de penser. Une attention particulière au monde. Une discipline qui ne promet aucune reconnaissance. Pourtant, c'est souvent par ces endroits modestes que l'énergie revient. La vie ne demande pas toujours un grand recommencement. Elle demande parfois que vous cessiez de la toucher à moitié. À la fin, la paix n'est pas l'oubli de la vie non vécue. Elle n'est pas non plus son remplacement. Elle est le moment où vous pouvez regarder cette vie absente sans l'utiliser contre celle qui demeure. Vous pouvez dire, oui, cela aurait compté. Oui, cela a été perdu. Oui, la douleur était légitime. Et pourtant, me voici. Non comme une consolation. Non comme un reste. Comme une existence entière, façonnée par ce qui fut possible et par ce qui ne le fut pas. Peut-être que rien ne se répare complètement. Peut-être que certaines versions de nous-mêmes restent dans les couloirs du temps, silencieuses, non accomplies, intactes dans leurs promesses. Mais il se peut qu'enfin les reconnaître permette de cesser de vivre sous leur accusation. Elles n'ont pas besoin que vous abandonniez le présent pour prouver qu'elles ont compté. Elles ont besoin d'être honorées assez profondément pour que leur énergie ne soit plus retenue dans le deuil. Ce jour-là, quelque chose se déplace. Le passé ne disparaît pas. L'injustice ne devient pas belle. La perte ne se transforme pas en cadeau. Mais la vie devant vous cesse, lentement, de ressembler à une punition. Elle redevient une demeure possible. Et peut-être que c'est là, sans triomphe, sans bruit, sans mensonge consolateur, que commence enfin la seule paix qui ne trahit rien.
Mais il existe encore un piège, plus subtil que le regret lui-même. Après avoir reconnu la vie non vécue, après avoir admis que la perte était réelle, on peut être tenté de faire de cette perte une identité. Ce serait presque compréhensible. Lorsqu'une chose a été longtemps niée, le moment où elle reçoit enfin un nom peut produire une sorte de vertige. On veut tout relire à travers elle. Les choix, les blessures, les échecs, les colères, les retards, les amours manqués, les années floues. Tout semble soudain expliquer tout. Et pourtant, une douleur reconnue n'est pas censée devenir un nouveau royaume. Il faut donc avancer avec une précision sévère. La vie qui n'a pas pu être vécue mérite d'être honorée, mais elle ne doit pas devenir le seul autel devant lequel vous vous agenouillez. Sinon, elle vous garde exactement là où elle vous a trouvé, tournée vers ce qui ne peut plus recevoir votre présence autrement que par le deuil. On peut passer des années à défendre un mort intérieur, à protéger sa mémoire, à répéter que quelque chose a été pris. Et cela peut être vrai. Mais une vérité, lorsqu'elle n'est jamais traversée, peut devenir une prison plus raffinée qu'un mensonge. La question n'est donc pas seulement « qu'ai-je perdu ?» Cette question est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. La question suivante est plus difficile. Que suis-je devenu en essayant de survivre à cette perte? Non pas dans le sens sentimental, non pas pour embellir le mal, mais dans le sens le plus exact. Quelles habitudes se sont formées? Quelle défense? Quelle force? Quelle dureté? Quelle sensibilité nouvelle? Quelle façon particulière de regarder le monde est née de cette privation? Il se peut que vous ayez développé une capacité presque douloureuse à reconnaître l'instabilité des choses. Vous savez que rien n'est garanti. Vous savez que les sols peuvent disparaître. Vous savez que les plans les mieux dessinés peuvent être rendus inutiles par une décision politique, une crise économique, une maladie, une obligation familiale, une époque. Ce savoir peut vous avoir rendu méfiant. Il peut aussi vous avoir donné une intelligence que les vies plus protégées ne possèdent pas. Une intelligence de l'impermanence. Une lucidité sans décor. Il se peut aussi que vous ayez appris à ne pas demander trop. Voilà l'autre côté du conte. Vous avez peut-être réduit vos désirs pour ne plus sentir l'écart entre ce qui était voulu et ce qui était possible. Vous avez peut-être appelé sagesse ce qui était en réalité une peur de recommencer à vouloir. Vous avez peut-être transformé l'adaptation en vertu, parce qu'il était moins douloureux de se croire raisonnable que de reconnaître combien vous aviez été privé d'espace. Ce n'est pas une accusation. C'est un retour au réel. Car l'un des effets les plus profonds de la vie non vécue est de modifier la taille intérieure du désir. L'être qui a trop perdu apprend parfois à vouloir petit. Non parce que son âme est petite, mais parce que chaque grand désir rappelle la possibilité d'un nouveau vol. Désirer largement devient dangereux. Espérer devient presque indécent. Alors il préfère des envies gérables, des projets sans trop de feu, des liens qui ne demandent pas toute la présence. Il s'installe dans une vie correcte, mais pas entièrement habitée. Et le monde applaudit cette prudence sous le nom de maturité. Jung savait que ce qui est refusé ne cesse pas d'exister. Cela se retire dans l'ombre et agit depuis là. Le désir amputé ne devient pas paix. Il devient parfois ironie, fatigue, cynisme, autocensure. Il se déguise en phrases très raisonnables. Ce n'est plus de mon âge, ce n'est pas réaliste, j'ai assez donné, il ne faut pas trop attendre de la vie. Certaines de ces phrases peuvent être vraies dans certaines circonstances. Mais parfois, elles ne sont que des pierres placées devant une porte que vous n'osez plus ouvrir. Il ne s'agit pas de retourner vers la naïveté. Il ne s'agit pas de prétendre que tout est encore possible de la même manière. Certaines fenêtres se ferment réellement. Certaines années ne reviennent pas. Certains corps changent. Certaines conditions ne se réparent pas. La lucidité exige de reconnaître cela. Mais il y a une différence entre accepter qu'une forme du possible soit morte et déclarer que toute possibilité est désormais indigne de confiance. La première chose est deuil. La seconde est capitulation déguisée. Faire la paix avec la vie non choisie demande donc une deuxième forme de courage. Laisser renaître une forme de désir qui ne soit pas une copie du désir perdu. Voilà le point que beaucoup manquent. Ils croient que recommencer à vivre signifierait retrouver exactement ce qui avait été empêché. Le même métier, le même pays, le même amour, la même jeunesse, la même version de soi. Comme si la paix ne pouvait venir que d'un retour. Mais l'inconscient ne cherche pas seulement la répétition exacte du passé manqué. Il cherche une expression. Une sortie. Une circulation nouvelle de l'énergie qui était restée retenue. La question devient alors,
Quelle est la forme actuelle de ce qui n'a pas pu vivre autrefois? Peut-être que la carrière abandonnée ne peut plus être reprise telle qu'elle, mais l'intelligence qu'elle réclamait cherche encore un lieu. Peut-être que le pays perdu ne peut plus être habité, mais quelque chose de lui continue de demander une langue, une mémoire, une manière de vivre. Peut-être que les années prises ne seront jamais rendues, mais leur absence peut vous obliger à ne plus gaspiller les années restantes dans une demi-présence. Il ne s'agit pas de compensation. Il s'agit de traduction. Traduire la vie non vécue, ce n'est pas la trahir. C'est lui donner une autre forme de passage. Une œuvre. Une décision. Une relation plus vraie. Une discipline. Un refus. Une maison intérieure moins provisoire. Une manière de ne plus vivre comme si la vraie vie était ailleurs. Ce qui n'a pas pu exister à l'époque peut parfois trouver aujourd'hui une expression plus concentrée, plus austère, moins spectaculaire, mais authentique. Et l'authenticité n'a pas toujours le visage que la jeunesse imaginait pour elle. C'est pourquoi la paix véritable ne ressemble pas toujours à une grande reconstruction. Elle peut commencer par des gestes presque pauvres. Reprendre une lecture longtemps abandonnée. Écrire sans promesse de résultat. Apprendre quelque chose que personne n'attend de vous. Réorganiser une journée autour d'une nécessité intérieure plutôt qu'autour de la seule efficacité. Refuser une obligation qui prolonge l'ancien sacrifice. Honorer une douleur sans la transformer en spectacle. Revenir, lentement, à ce qui n'a jamais cessé de vous appeler, même lorsque vous aviez appris à ne plus répondre. Mais ce retour rencontre une résistance. Une partie de vous dira qu'il est trop tard. Cette phrase est puissante parce qu'elle contient parfois une part de vérité. Il est peut-être trop tard pour certaines choses, oui. Trop tard pour cette version exacte. Trop tard pour ce commencement-là. Trop tard pour cette innocence. Mais l'esprit blessé utilise souvent une vérité partielle pour condamner tout le territoire. Il prend une porte fermée et en fait une loi universelle. Il dit, puisque cela ne peut plus être comme avant, rien ne mérite d'être commencé maintenant. C'est ici que la conscience doit devenir plus subtile que la douleur. Elle doit répondre, peut-être trop tard pour cela, mais pas trop tard pour moi. Pas trop tard pour habiter ce qui reste avec moins de mensonges. Pas trop tard pour cesser de vivre en retrait. Pas trop tard pour aimer quelque chose sans exiger qu'il répare tout. Pas trop tard pour donner à la vie actuelle une présence qu'elle n'a jamais reçue, parce qu'elle avait toujours été comparée à la vie absente. Cette comparaison avec l'absence est l'une des formes les plus cruelles de la division intérieure. La vie réelle perd toujours contre une vie imaginée, parce que la vie imaginée n'a pas à supporter les frottements du réel. Elle n'a pas de fatigue, pas de corps, pas d'administration, pas de déceptions ordinaires, pas de compromis concrets. Elle reste pure parce qu'elle n'a jamais eu à devenir quotidienne. C'est pourquoi il faut se méfier de la perfection de ce qui n'a pas existé. Non pour nier sa valeur, mais pour ne pas écraser le présent sous un rêve qui n'a jamais été soumis à la matière. La vie qui aurait pu être avait sa beauté. Elle aurait aussi eu ses ombres. Ses échecs. Ses pertes. Ses banalités. Ce constat n'est pas destiné à diminuer le deuil. Il sert seulement à empêcher que l'absent devienne un dieu. Car lorsqu'une vie non vécue devient sacrée au point d'être intouchable, aucune vie réelle ne peut rivaliser. Tout paraît insuffisant. Tout paraît secondaire. Le présent devient une mauvaise copie d'un original qui n'a jamais eu à passer par l'épreuve d'exister. Alors il faut ramener même l'absent à l'humain. Oui, cette vie aurait compté. Oui, vous aviez le droit de la vouloir. Oui, sa disparition a laissé une marque. Mais elle n'était pas une promesse de perfection. Elle était une possibilité humaine, donc mélangée, fragile, incertaine. La pleurer devient alors possible sans l'idolâtrer. Et c'est seulement lorsqu'on cesse d'idolâtrer la vie non vécue que la vie présente peut respirer sans être constamment accusée. Cette respiration nouvelle ne vient pas d'un coup. Elle vient par retours successifs. Un jour, vous remarquez que vous avez passé plusieurs heures sans comparer ce qui est à ce qui aurait dû être. Un autre jour, vous sentez une joie discrète dans une chose qui n'appartient pas aux vieux rêves. D'abord, cette joie peut presque sembler infidèle. Comme si aimer le présent revenait à abandonner la version de vous-même qui a perdu autre chose. Mais ce n'est pas une infidélité. C'est peut-être la première preuve que le deuil commence à libérer l'énergie qu'il retenait. Il y a une phrase intérieure qui doit peut-être être entendue. Je peux honorer ce qui n'a pas vécu sans refuser de vivre. Cette phrase n'est pas douce. Elle est adulte. Elle ne console pas. Elle oblige.
Elle retire à la douleur le droit de devenir une monarchie. Elle dit que l'amour du disparu ne doit pas exiger la stérilité du présent. Elle dit que le respect envers l'ancienne possibilité ne doit pas se transformer en mépris de l'existence actuelle. À partir de là, la paix devient moins abstraite. Elle n'est plus une idée noble. Elle devient une pratique. Ne pas se retirer de ce qui existe. Ne pas punir le présent pour les crimes du passé. Ne pas demander à chaque relation, chaque travail, chaque lieu, chaque année restante de compenser l'incompensable. Il y a des choses qui ne seront pas compensées. Elles seront seulement intégrées. Et l'intégration ne rend pas tout égal. Elle permet simplement que tout ait une place. La vie non vécue doit recevoir une place. Pas toute la maison. Une place. Une pièce intérieure où elle peut être reconnue sans gouverner chaque décision. Un lieu où vous pouvez revenir parfois, non pour vous y enfermer, mais pour vous souvenir de ce qui a compté. Elle devient alors mémoire, non tyrannie. Profondeur, non condamnation. Source d'intelligence, non preuve permanente que la vie actuelle est indigne. C'est peut-être cela que Jung aurait appelé une transformation de l'énergie psychique. Ce qui était figé dans le manque commence à circuler. Ce qui apparaissait comme symptôme devient information. Ce qui se présentait comme amertume révèle un désir encore vivant. Ce qui semblait seulement regret devient parfois boussole. Non parce qu'il vous ramène au passé, mais parce qu'il vous montre ce qui, en vous, ne doit plus être abandonné. Il faut écouter cette boussole avec prudence. Elle ne dira pas toujours « pars ». Elle ne dira pas toujours « recommence tout ». Parfois, elle dira « arrête de vivre à moitié ici ». Parfois, cesse d'appeler de voir ce qui est devenu effacement. Parfois, donne enfin une forme à ce que tu repousses depuis des années. Parfois, accepte que cette route n'était pas celle que tu voulais, mais cesse de marcher dessus comme un fantôme. La boussole intérieure n'est pas toujours dramatique. Elle est souvent précise. Et cette précision peut sauver ce qui reste de la vie. Non en réparant le passé, mais en empêchant le présent d'être gaspillé dans la loyauté au passé. Car c'est l'une des fidélités les plus tristes, rester diminué pour prouver que la perte fut grande. Comme si vivre pleinement maintenant effaçait l'injustice d'hier. Mais rien de ce que vous construirez aujourd'hui ne dira que ce qui a été pris était juste. La joie future n'acquitte pas les circonstances passées. Elle témoigne seulement que vous n'avez pas consenti à disparaître avec ce qu'elles ont détruit. Il y a une dignité dans cette distinction. Elle permet d'avancer sans trahir. Vous n'avez pas à remercier l'épreuve. Vous n'avez pas à bénir la crise. Vous n'avez pas à appeler destin ce qui fut parfois violence. Mais vous pouvez refuser que cette violence devienne l'auteur unique de votre vie. Vous pouvez reconnaître ce qu'elle a fait sans lui donner le dernier mot. Vous pouvez porter la marque sans devenir seulement la marque. Alors la vie actuelle commence à changer de statut. Elle n'est plus simplement ce qui reste. Elle devient ce qui répond. Non à toutes les attentes anciennes, non à toutes les promesses perdues, mais à quelque chose de plus profond, la nécessité de vivre depuis l'endroit où vous êtes réellement. Cette nécessité n'a rien de spectaculaire. Elle peut être très calme. Elle peut même sembler modeste. Mais elle possède une force que les grands rêves non incarnés n'ont pas. Elle peut être touchée aujourd'hui. C'est là que se produit un déplacement essentiel. Vous ne cherchez plus à savoir si cette vie est celle que vous auriez choisie dans un monde juste. Vous savez peut-être déjà que non. La question devient, puis-je la rendre vraie maintenant ? Puis-je retirer la moitié de moi qui se tient encore devant une porte fermée ? Puis-je investir assez de présence pour que ce qui existe cesse de ressembler à une attente ? Puis-je vivre sans demander au passé de me restituer d'abord ce qu'il ne rendra pas ? Aucune de ces questions n'est confortable. Elles n'ont pas la douceur des consolations faciles. Mais elles ont une honnêteté solide. Elles n'exigent pas que vous diminuiez votre perte. Elles exigent seulement que vous cessiez de vous diminuer à cause d'elles. La différence est immense. L'une falsifie le passé. L'autre libère le présent. Et peut-être que c'est ici que la vie non vécue cesse enfin d'être seulement une blessure. Elle devient une sorte de témoin intérieur. Elle vous rappelle ce qui ne doit plus être sacrifié trop vite. Elle vous rend moins docile face aux exigences qui veulent encore vous éloigner de vous-même. Elle aiguise votre sens de ce qui est authentique, parce que vous savez maintenant le coût de l'inauthentique. Elle ne disparaît pas. Elle change de fonction. Lorsque cela arrive, vous ne vous sentez pas nécessairement guéri. Le mot serait trop propre.
Vous vous sentez peut-être simplement moins divisé. Moins obligé de choisir entre honorer ce qui n'a pas eu lieu et habiter ce qui a lieu maintenant. Vous comprenez que la paix n'est pas l'effacement de l'attention, mais la capacité de la porter sans lui laisser dévorer toute la lumière. Il restera des jours où le vieux manque reviendra. Une musique, une date, une ville, une réussite aperçue chez quelqu'un d'autre, et l'ancienne vie absente se tiendra de nouveau à côté de vous. Mais si le deuil a été fait avec assez d'honnêteté, cette apparition n'aura plus le même pouvoir. Elle ne dira plus « ta vraie vie est ailleurs ». Elle dira peut-être seulement « souviens-toi de ce qui comptait ». Et cette mémoire, au lieu de vous retirer du présent, pourra vous y ramener avec plus d'exigence. Car finalement, la vie non vécue ne demande pas seulement d'être regrettée. Elle demande que quelque chose de son essence ne soit plus trahi. Si elle contenait un besoin de création, créée sous la forme possible. Si elle contenait un besoin de liberté, cessez de confondre survie et captivité. Si elle contenait un besoin d'amour vrai, ne donnez plus votre cœur à ce qui ne vous rencontre qu'à moitié. Si elle contenait un besoin de profondeur, ne gaspillez plus votre présence dans des surfaces qui vous vident. C'est ainsi que l'absence devient instruction. Non une morale. Non une leçon imposée par la perte. Une instruction intime, presque austère, ne laisse pas tout disparaître deux fois. La première disparition fut peut-être imposée. La seconde serait de ne rien faire de ce qui reste vivant en toi. Voilà le point exact où le passé cesse d'être seulement un tombeau et devient, sans cesser d'être douloureux, une frontière. Vous savez ce qui a été perdu. Vous savez ce qui ne doit plus être abandonné. Et vous avancez non parce que la blessure est fermée, mais parce qu'elle a cessé de vous commander de rester immobile. Ce n'est pas une réparation parfaite. C'est une présence récupérée. Et parfois, après tout ce qui n'a pas pu être vécu, récupérer sa présence est déjà une forme sévère de victoire. Il reste alors la dernière difficulté. Acceptez que la vie que vous avez maintenant ne pourra jamais prouver que la vie perdue n'avait pas d'importance. Beaucoup cherchent inconsciemment cette preuve. Ils voudraient que le présent devienne assez plein, assez beau, assez cohérent pour effacer la question ancienne. Ils voudraient se réveiller un jour sans sentir la trace de ce qui n'a pas eu lieu. Mais cette attente contient encore une violence. Elle demande au présent de supprimer le passé au lieu de lui permettre d'exister à sa juste place. La paix véritable ne fonctionne pas ainsi. Elle ne vous rend pas amnésique. Elle ne vous rend pas reconnaissant pour ce qui fut injuste. Elle ne transforme pas les années prises en décoration morale. Elle vous donne seulement la capacité de ne plus faire de cette absence le centre secret de toutes vos décisions. Ce qui a été perdu reste perdu. Mais vous cessez de vivre comme si chaque jour devait comparaître devant ce tribunal invisible. Est-ce assez pour compenser ce qui n'a jamais pu être ? Rien ne compensera parfaitement. Cette phrase peut paraître sombre. Elle est libératrice. Car tant que vous exigez une compensation totale, vous condamnez chaque joie à l'insuffisance. Rien ne sera jamais exactement la jeunesse qui n'a pas été vécue, le pays qui a dû être quitté, la vocation qui n'a pas reçu son temps, l'amour qui n'a pas trouvé ses conditions, la version de vous-même qui aurait grandi dans un monde plus juste. Si vous demandez au présent de devenir cela, il échouera toujours. Et vous appellerez cet échec une preuve que votre vie actuelle n'est pas la bonne. Mais peut-être que la vie actuelle n'a pas à être la bonne au sens ancien. Peut-être qu'elle n'a pas à remplacer, réparer, justifier, expliquer. Peut-être qu'elle doit seulement devenir habitée. Il y a une différence immense entre vivre une vie parfaite et vivre pleinement la vie disponible. La première appartient souvent au fantasme. La seconde exige une présence difficile, presque austère. Elle demande de cesser de flotter au-dessus de ses propres jours en attendant qu'une version plus légitime de l'existence arrive enfin. C'est cette attente qui épuise. Non seulement la douleur du passé, mais l'organisation entière de la vie autour d'un retour impossible. Vous faites les choses, mais une partie de vous ne s'engage pas. Vous commencez, mais avec une réserve. Vous aimez, mais sans donner toute la profondeur. Vous travaillez, mais comme si ce travail était provisoire. Vous habitez un lieu, mais sans lui offrir votre appartenance. Vous vivez, mais en gardant une distance avec la vie, pour ne pas trahir celle qui aurait dû être. Cette fidélité semble noble. Elle ne l'est pas toujours. Parfois, elle n'est qu'une manière de rester près de la blessure parce qu'elle est devenue la dernière preuve que l'autre vie a existé. Alors vous protégez la douleur comme une relique. Vous craignez que si vous vivez pleinement maintenant, quelque chose dans l'ancien deuil sera effacé. Mais vivre n'efface pas. Vivre ne dit pas que la perte était acceptable.
Vivre ne pardonne pas automatiquement aux circonstances. Vivre dit seulement que ce qui a survécu en vous ne doit pas être sacrifié à son tour. Voilà le point le plus sévère. La vie non vécue a déjà coûté quelque chose. Elle a coûté une version de vous. Elle a coûté des années, des élans, des routes, des possibilités. La laisser gouverner indéfiniment le présent, c'est lui donner un second pouvoir, celui de prendre aussi ce qui reste. Il ne s'agit pas de la nier. Il s'agit de refuser qu'elle continue à prélever votre présence sur chaque journée nouvelle. Jung aurait peut-être reconnu ici la nécessité d'une intégration, non d'une victoire. L'intégration ne détruit pas l'attention. Elle lui donne une forme consciente. Elle permet de dire, cette absence fait partie de moi, mais elle n'est pas toute ma vie. Cette injustice a marqué mon chemin, mais elle n'est pas l'unique auteur de mon avenir. Cette version de moi n'a pas existé, mais elle ne doit pas condamner toutes les autres formes possibles de mon être. Cela demande une honnêteté presque brutale. Il faut cesser d'attendre que la douleur approuve votre retour à la vie. Elle ne le fera peut-être jamais complètement. Une part de vous pourra toujours savoir ce qui a été manqué. Elle pourra toujours reconnaître, dans certaines heures, le poids de ce qui aurait pu être. Mais cette part n'a pas besoin d'être consultée comme une autorité suprême. Elle peut être écoutée sans être obéie. Elle peut être honorée sans être couronnée. Alors une autre relation au passé devient possible. Vous n'avez plus besoin de le défendre avec colère à chaque instant, parce que vous ne le niez plus. Vous n'avez plus besoin de le minimiser pour fonctionner, parce que vous avez accepté sa taille. Vous n'avez plus besoin de transformer la perte en destin, parce que vous avez cessé de demander au destin de rendre l'injuste acceptable. Le passé devient lourd, mais il devient vrai. Et ce qui est vrai, même douloureux, fatigue moins que ce qui doit être constamment caché. C'est peut-être cela que beaucoup prennent pour résilience, sans comprendre sa profondeur. La résilience réelle n'est pas le sourire après la perte. Ce n'est pas la capacité de produire malgré la blessure. Ce n'est pas l'élégance avec laquelle on raconte une ruine. La résilience réelle commence lorsque l'on cesse de falsifier l'histoire pour rester aimable, et que l'on cesse aussi de laisser cette histoire interdire toute présence. Elle tient dans une phrase difficile. Cela m'a réellement coûté, et pourtant je suis encore responsable de ce que je fais de ma vie maintenant. Cette responsabilité n'efface pas l'injustice. Elle vous retire seulement de la position impossible d'attendre que le monde répare d'abord ce qu'il ne saura peut-être jamais réparer. Il y a des excuses qui ne viendront pas. Des années qui ne reviendront pas. Des contextes qui ne seront pas corrigés. Des personnes qui ne comprendront jamais ce qu'elles vous ont demandé de sacrifier. Des systèmes qui ne reconnaîtront jamais les vies qu'ils ont empêchées. Attendre cette reconnaissance avant de revenir à vous-même serait offrir à ce qui vous a blessé le pouvoir de retarder encore votre existence. Il faut donc revenir sans permission. Revenir non pas à l'ancien rêve intact, mais à la source de vie qu'il contenait. Ce n'est pas toujours le même chemin. Ce n'est pas toujours la même forme. Mais quelque chose, dans ce qui n'a pas été vécu, indiquait une vérité sur vous. Un besoin de liberté. Une fin de création. Un désir de beauté. Une volonté de connaissance. Une manière d'aimer. Une géographie intérieure. C'est cela qu'il faut sauver, non nécessairement le scénario exact dans lequel cette vérité aurait dû se déployer. Sauver l'essence plutôt que le décor, voilà peut-être le travail. Le décor appartient au temps. L'essence peut parfois traverser les ruines. Si la vie non vécue contenait un appel artistique, peut-être qu'il ne reviendra pas sous la forme d'une carrière éclatante, mais sous celle d'une pratique sérieuse, secrète, indiscutablement vôtre. Si elle contenait le désir d'un lieu, peut-être que ce lieu ne pourra plus être possédé, mais il pourra devenir une langue, une mémoire, une orientation, une fidélité silencieuse. Si elle contenait une version plus libre de vous-même, peut-être qu'elle ne reviendra pas comme jeunesse, mais comme refus adulte de continuer à vivre en captivité intérieure. Cette traduction n'est pas moins noble que le rêve premier. Elle est seulement plus pauvre en illusions et plus riche en matière. Elle ne promet pas de vous rendre ce qui a été pris. Elle vous demande de ne plus abandonner ce qui peut encore être donné. Et ce don, souvent, n'est pas grandiose. Il arrive par des décisions concrètes. Cessez de différer une œuvre. Quitter un rôle qui prolonge l'ancien sacrifice. Dire non à une obligation qui ne relève plus de la survie, mais de l'habitude de s'effacer. Dire oui à quelque chose qui ne répare pas tout, mais qui ramène une part de vous dans la pièce. C'est dans ces gestes que la vie présente cesse d'être seulement la conséquence d'une perte.
Elle devient une matière. Quelque chose que vous pouvez toucher, orienter, habiter. Non entièrement libre, peut-être. Non idéal. Mais réel. Et le réel, lorsqu'il reçoit assez de présence, possède une profondeur que le possible non vécu ne peut jamais atteindre. Car le possible brille. Le réel résiste. Il vous oblige à devenir quelqu'un, non seulement à imaginer qui vous auriez été. Il faut le dire sans douceur excessive. Certaines personnes préfèrent le possible parce qu'il ne les contredit jamais. La vie non vécue peut devenir parfaite justement parce qu'elle n'a jamais été exposée au quotidien. Elle n'a jamais eu à supporter la fatigue, les erreurs, les compromis, les matins ordinaires, les limites du corps, les désillusions concrètes. Elle reste suspendue dans une lumière intouchée. Pendant ce temps, la vie réelle paraît imparfaite, inégale, parfois trop étroite. Mais elle seule peut vous transformer maintenant. C'est pourquoi il ne suffit pas de pleurer ce qui n'a pas été. Il faut aussi retirer à cette image absente son privilège d'innocence. Elle aurait eu, elle aussi, ses ombres. Elle aurait exigé des sacrifices. Elle aurait rencontré des murs. Elle aurait peut-être déçu autrement. Reconnaître cela ne diminue pas sa valeur. Cela la rend humaine. Et dès qu'elle redevient humaine, elle cesse d'écraser le présent comme une divinité perdue. Alors la comparaison se relâche. Non d'un seul coup. Mais peu à peu. Vous ne demandez plus à chaque jour d'être à la hauteur d'une vie idéale. Vous lui demandez d'être vrai. Vous ne demandez plus à chaque choix de réparer toute votre histoire. Vous lui demandez de ne pas ajouter un mensonge. Vous ne demandez plus à chaque joie de compenser la perte. Vous lui permettez simplement d'exister. Et cette permission, minuscule en apparence, change l'atmosphère intérieure. Il devient possible de ressentir de la beauté sans culpabilité. Possible d'aimer ce qui est arrivé après, sans trahir ce qui n'a pas eu lieu. Possible de rire sans effacer le deuil. Possible de créer sans prouver que la blessure avait une raison. Possible de recevoir quelque chose du présent sans exiger qu'il paie la dette du passé. Le cœur, enfin, cesse de fonctionner comme un tribunal. Il redevient un organe vivant. Ce n'est pas le bonheur simple que l'on vend aux gens pressés. C'est une paix plus grave. Une paix qui sait. Une paix qui n'a pas oublié. Une paix qui ne se laisse pas séduire par les phrases faciles. Elle ne dit pas « tout devait arriver ainsi ». Elle dit « cela est arrivé, cela a coûté, et je refuse désormais que le coup se prolonge par mon absence à moi-même ». Dans cette paix, la vie non vécue change encore de visage. Elle n'est plus seulement la preuve d'un manque. Elle devient une gardienne. Elle vous rappelle ce que l'on ne doit pas abandonner trop vite. Elle vous rend attentif au moment où vous recommencez à vous sacrifier par automatisme. Elle vous rend moins tolérant aux faux devoirs, aux fausses urgences, aux fidélités qui exigent votre disparition. Elle ne vous tire plus vers l'arrière. Elle vous avertit lorsque le présent commence à ressembler dangereusement à l'ancien effacement. C'est ainsi qu'une perte devient intégrée, non parce qu'elle cesse de faire mal, mais parce qu'elle cesse de vous organiser entièrement autour de la douleur. Elle trouve sa place dans l'architecture intérieure. Une pièce sombre, peut-être. Une pièce que l'on n'ouvre pas tous les jours. Mais une pièce reconnue, située, nommée. Elle n'envahit plus toute la maison. Et dans le reste de la maison, quelque chose peut enfin se passer. Une table peut être dressée. Une fenêtre peut être ouverte. Une œuvre peut commencer. Une conversation peut être vraie. Un amour peut entrer sans être immédiatement comparé à toutes les absences. Une journée peut être vécue sans porter l'obligation impossible de sauver toutes les années perdues. Peut-être que c'est cela, le seuil final, accepter que la vie actuelle ne sera jamais innocente. Elle porte trop d'histoire pour cela. Elle est traversée par ce qui a manqué. Elle porte les marques des choix forcés, des bifurcations, des circonstances, des renoncements. Mais elle peut être entière sans être innocente. Elle peut être vraie sans être pure. Elle peut être habitée sans être idéale. Lorsque vous comprenez cela, vous cessez de demander à votre existence d'avoir une forme irréprochable. Vous commencez à lui demander une densité. Est-ce que je suis là? Est-ce que quelque chose de moi répond? Est-ce que je donne à ce jour plus qu'un reste de présence? Est-ce que je construis encore contre mon histoire, ou avec toute la vérité de mon histoire? Ces questions ne produisent pas de grandes conclusions. Elles produisent une manière de vivre. Plus lente, peut-être. Plus sobre. Moins fasciné par les images de réussite.
moins intéressé par les récits qui transforment toute douleur en victoire. Mais plus fidèle. Fidèle non à ce qui aurait dû être, ni seulement à ce qui est arrivé, mais à cette force discrète qui a continué malgré tout à demander une vie réelle. Et peut-être qu'un jour, sans cérémonie, vous remarquerez que vous n'êtes plus seulement en train de survivre à une route que vous n'avez pas choisie. Vous êtes en train de la traverser avec votre propre poids. Avec votre mémoire. Avec votre refus de mentir. Avec votre capacité de ne pas réduire la perte et de ne pas réduire non plus ce qui reste possible. Vous ne serez pas revenu au point de départ. Vous ne serez pas devenu celui que vous auriez été. Vous serez devenu celui qui pouvait encore naître après l'impossible. Et cette naissance-là n'a rien de léger. Elle ne console pas la perte. Elle lui répond.